vous l'introduire pour qu'elle puisse nous parler de l'utilisation du bras robotisé pour les personnes ayant une maladie neuromusculaire, particulièrement chez la clientèle enfant qui utilise le bras Jaco. Merci Suzanne. Alors, bonjour à tout le monde. D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas une experte de la techno et qu'on a eu des petits problèmes ce matin, alors espérons que tout va bien aller. Ce matin, je vous invite à peut-être mieux connaître, ou peut-être que vous êtes déjà très familier avec le bras Jaco. Surtout, je dirais peut-être pour en profiter avec l'aide du visionnement de quelques petites vidéos, des diapos, ça va peut-être vous aider, vous supporter finalement à voir comment vous pourriez ou comment vous souhaiteriez utiliser le bras Jaco avec votre clientèle éventuellement. C'est une étude qui a été réalisée par Elisabeth Clark. Alors, c'est très important que je vous dise que ce n'est pas mon étude. Elisabeth est ergothérapeute à Marie-Enfant au programme SACOE Amitech. Et puis moi, j'y ai participé que très partiellement avec un jeune. Alors, malgré le fait que cette étude-là, elle a été réalisée il y a bientôt 2 ans, j'ai pensé qu'elle était quand même toujours pertinente et que c'était d'intérêt de vous montrer ça parce que je crois qu'il y a vraiment une pertinence particulière pour nos jeunes de maladies neuromusculaires et même de la SLA. Donc, je vais essayer bien humblement, évidemment, de vous faire part de ça. Elisabeth, en ce moment, est en différé et elle se trouve quelque part au Népal. Alors, espérons qu'il y a une bonne étoile qui va m'accompagner là-dedans. Moi, je n'ai pas le vécu de l'étude et j'ai surtout pas les connaissances technologiques pointues. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le kiosque de Kinova. Heureusement, ils sont là, ils sont en haut. Alors, vous allez avoir le bras, le nouveau bras Jaco amélioré, tout ça. Alors, je pense que ça va être bien intéressant d'aller le voir, en plus de ce que vous allez peut-être quand même réaliser ou voir ici. Bon, voilà mon problème. OK. Alors, brièvement, il y aura une petite introduction du bras Jaco. C'est ça qui me... non, je pense que ça va... OK, merci. On va parler un petit peu de la situation des personnes qui ont participé aux essais cliniques, la description de la méthode utilisée avec le cadre conceptuel dont on s'est inspiré, présentation de vidéos, photos qui vont en fait vous montrer les mises en situation avec les commentaires, les résultats des observations cliniques, la recommandation globale, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on pense qui va être fait dans l'avenir, et j'espère avoir un peu de temps pour qu'on puisse peut-être échanger ou avoir vos commentaires. Donc, peut-être comme juste en préambule, on dit que tout est possible ou presque. Alors, juste regardez ça pour vous mettre un petit peu là dans... Oups, pardon. Excusez. C'est ce que je pensais. Voilà. Ça va dans l'adaptation spéciale. Pas encore. C'est une combinaison de nombre de fois que tu fais sur le bouton, puis le bouton gauche. Alors, on sait que généralement, les utilisateurs de fauteuils roulants motorisés, c'est qu'ils ont un problème de faiblesse au membre supérieur ou encore des troubles de la coordination ou même tout simplement aucun mouvement au membre supérieur. C'est d'abord ce qui vient avec les règles d'attribution de la RAMQ. Alors, le bras Jaco, l'étude qui a été faite en 2010 avec ça, c'est vraiment pour montrer comment il peut aider les jeunes à avoir plus d'accès à leur environnement et aussi plus d'accès à toutes sortes d'activités de leur quotidien. Alors, il a été mis à l'essai à l'été 2010 auprès de 8 jeunes et ça a impliqué quand même la participation de 6 thérapeutes. OK, juste un tout petit historique. Alors, Jaco, peut-être vous savez, c'est une innovation qui a été quand même développée en 2006 par des gens de Kinova, alors par Charles Deguire et Louis-Joseph Lécuyer. Et ils se sont inspirés du bras Manipulo, qui avait quand même été conceptualisé par l'oncle de Charles, qui est M. Jacques Forêt, qui était lui-même dystrophique, qui est décédé en 1993, et qui avait fait quelque chose de vraiment extraordinaire, mais qui était quelque chose de, disons, de maison. Alors, c'est un bras qui permet d'atteindre, de transporter les objets, de faire plein de choses avec 16 mouvements.
Alors, les aides techniques, comme vous savez, ont beaucoup évolué au membre supérieur. Alors, il y a l'époque où on avait carrément des boutons, excusez pas des boutons, des bâtons pour atteindre des objets. Il y a eu l'époque aussi des systèmes de suspension, comme on les voit ici. Ensuite, on est allé dans quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, qui était soit ce que je vais appeler le CP feeder, le feeder électrique, ou encore on avait les tournepages. Sauf que ça avait vraiment un but unique. Alors qu'après ça sont arrivés les bras robotisés, comme le bras Jaco, ou un bras qui a été très populaire aussi en Hollande, le iArm, qui était auparavant qui s'appelait le Manus, qui est le bras robotisé avec une main, avec des doigts. Bon. Comment on choisit la bonne aide technique? Alors, je veux dire, comme clinicien, évidemment, on se doit toujours d'avoir une veille technologique, on se doit de cibler la bonne aide technique, et ensuite, on procède à la mise en situation. Alors, mise en situation, observation, analyse du jeune, on regarde est-ce que finalement notre aide technique, elle compense ce qu'on voulait faire, et si oui, on va passer à la recommandation en documentant le tout. Alors, ici, le petit vidéo qui donne un aperçu, un petit peu de mise en situation qui va nous montrer est-ce que vraiment Là, ici, vous regardez le jeune, c'est juste se gratter. Hein? Ce n'est pas nécessairement des mises en situation qui sont décrites nécessairement dans les évaluations, mais c'est des choses qui sont super importantes. Là, c'est là pour en sortir. Excusez-moi. Bon. OK. Alors, si on regarde très brièvement, bon, des études antérieures, on n'ira pas loin là-dedans, il y a eu des études de conception robotique, il y a eu des études qui portaient sur l'identification des besoins, je pense que ça, maintenant, on est au fait de ça. Et il y a eu une étude en 2010, plus proche de nous, de Routier et collègues, qui portait sur la capacité des personnes à manœuvrer le bras Jaco, mais c'était à ce moment-là à une table de travail pour des activités bien spécifiques de manipulation. Il y a des études aussi qui ont un avantage économique, et puis ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire ressortir, en tout cas auprès de nos organismes payeurs. Alors, il y a eu en Hollande une étude en 2001, où est-ce qu'on voyait qu'il y avait quand même la réalisation de 40% de plus des activités du quotidien, et puis ça nécessitait 30% de moins d'aide humaine sur un groupe de 21 utilisateurs. Alors, c'est quand même pas banal. Une autre étude disait, en 2005, après un an et demi, on avait 1,27 heures de réduction de temps d'aide humaine et qu'on pouvait revenir sur l'investissement. Alors, ça, au niveau gouvernemental, intéressant. Et il y a une autre étude très intéressante de Véronique Maheu de Kinova, qui a été supportée d'ailleurs par Kinova, qui a été faite en 2011 ici au Québec, où est-ce qu'on avait une perception de possibilité de réduire de 42% le temps d'aide humaine requise aux activités du quotidien. Alors c'est une étude, ça, qui a été faite avec des gens de Constance Lethbridge, de l'IRDPQ, et qui incluait l'ETS, l'Université McGill, l'IRDPQ et Data for Action. C'est donc intéressant. Le bras Jaco, alors un petit tour d'horizon rapide, alors on le voit bien là, c'est quand même quelque chose qui est relativement esthétique maintenant, qui est fait de fibres de carbone aérospatial et d'aluminium. Ça pèse environ 5 kg. Ça peut être installé au fauteuil roulant avec un système d'ancrage et c'est verrouillable. Et puis on peut l'enlever, le mettre vraiment, là c'est rapide, pour l'avoir fait moi-même, c'est moins d'1 minute. On peut l'enlever, on peut le plier, le mettre dans un coffre, le transporter quand même très facilement. Il est alimenté à même la pile du fauteuil et ça prend vraiment très peu d'énergie, ou encore on pourrait le brancher au mur et puis ça va très bien. Il va ramasser des choses à bout portant à partir du sol et puis il va les déplacer à peu près sur un rayon de 90 cm dans toutes les directions. Et ces objets-là peuvent peser jusqu'à 1,5 kg. Alors, c'est pas banal. Évidemment, je vais mentionner le coût parce que souvent, on ne le mentionne pas, on se dit oui, mais ça coûte combien ces affaires-là? Bon. Évidemment, c'est coûteux. En ce moment, il vaut 35 000 $. Un jour, si on l'a à plus grande échelle, si on le vend, on le commercialise plus, espérons qu'il pourra quand même peut-être coûter beaucoup moins.
Et je dis 35 000 $, et si on compte les installations et les petits adapteurs et tout ça, on va chercher 38 000. Donc, c'est quand même une somme qui est relativement importante. La manette, bon, c'est une aide à la manipulation, on le manipule via la manette. Ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que à l'époque de cette étude-ci, on ne pouvait l'utiliser qu'avec la manette Jaco, la manette du bras, celle-ci. Aujourd'hui, maintenant, on a des adapteurs et puis on peut utiliser la manette ou le système de conduite propre aux jeunes. Alors, c'est une amélioration extrême. Alors, ben voilà, c'est la manette avec son tableau d'affichage, si on veut, pour indiquer dans quel mode il est. Et il y a la manette comme telle. La manette, elle bouge dans 3 axes. Alors, d'avant, arrière, de droite. D'avant, arrière, de droite à gauche, ou en rotation. Alors, on peut la faire tourner d'un côté ou de l'autre. Alors, ce sont les 3 axes. Les 2 boutons, ça nous permet de changer de mode. Parce que, je vais vous expliquer dans mes mots à moi rapidement, comme ça, si vous allez en haut l'essayer, ça sera peut-être plus facile. Le bras, c'est un bras, il y a quand même 6 articulations, mais il va aller dans 3 modes. Alors, il y a le mode qu'on va dire translation. Alors, c'est le bras qui bouge dans l'espace, d'avant, arrière, de gauche à droite, de haut en bas. Alors, ça, c'est un des modes qu'on va aller sélectionner avec nos petits boutons. Donc, 6 mouvements. Le deuxième mode, c'est le mode où est-ce qu'on va bouger à la base de la main. On pourrait, disons, nous, fonctionnellement dire, plus au niveau de l'avant-bras ou du poignet. Alors, il y a le mouvement qui est le flexion-extension, mettons, abduction-adduction, et un autre qui serait le prosupination. Ah, mais c'est vraiment plus au niveau du poignet. Donc, c'est ce mouvement-là, et 2 autres mouvements, pas 2, mais 4 en fait, qui sont au niveau des doigts. Alors, l'appréhension, donc on a le 2 doigts, ouverture-fermeture, et à 3 doigts, ouverture-fermeture également. Alors, ici, on va le regarder un petit peu bouger. Ça va vous donner une idée de ce que je viens de vous dire. Excusez-moi. Bon. Excusez-moi, la techno, là, c'est pas... puis, il y a eu des petits bugs ce matin, là, fait que... bon, voilà. Alors ici, c'est plus dans le sens, quand je dis les mouvements du bras comme tel, dans l'espace. La main, elle, reste immobile à ce moment-là, comme position. Là, c'est davantage au niveau de la base de la main, donc le mode, on va dire 2. C'est la main qui change de position, d'orientation. Et on va voir ultimement le mode où est-ce qu'on est au niveau des doigts. Alors, pince à 2 doigts ou pince à 3 doigts. Bon. On s'est rendu compte, par contre, que quand on utilise le bras Jaco, on se donne un petit peu d'aisance si on va adapter les choses. Alors, on va souvent adapter l'environnement, adapter les objets pour faciliter la manipulation. Alors, si on arrive à l'image, ça va être intéressant. Voilà. Merci. Alors, on a procédé à plusieurs petites adaptations mineures. On s'est rendu compte souvent que, mon Dieu, ce qui est important, ça peut être de stabiliser, par exemple, mettre un velcro en dessous d'une boîte de Kleenex. Souvent, c'est de grossir les manches. Alors, grossir les manches des ustensiles. Ça peut être de s'assurer d'avoir des anses qui sont plus grosses au niveau des tasses, s'assurer d'avoir des plus gros boutons à peser. Ici, on a par exemple, au niveau, on va prendre des bouteilles où est-ce que c'est facile d'appuyer un distributeur qui est facilement accessible. Ici, les CD. Bon, prendre un CD sur une table, je pense que c'est même pas facile pour nous autres, à moins d'avoir des longs ongles. Alors, c'est de pouvoir placer les objets, de trouver des positions facilitantes. Alors, souvent, c'est de stabiliser, de trouver la bonne position ou de grossir de l'appréhension, disons, de l'objet en question. Alors, c'est là aussi toute notre importance, disons, d'ergothérapeute pour tout préparer l'environnement. Et aussi, c'est à nous, finalement, de guider le jeune pour que sa stratégie d'utilisation soit la plus économique en termes de temps et qu'elle soit la plus économique aussi en termes de manipulation.
de l'objet. Alors, quelle approche il va prendre par en haut, sur le côté, comment il va positionner son fauteuil quand il va s'approcher, par exemple, d'un frigidaire ou d'un poêle, des choses comme ça. Alors, je pense qu'on a un bon rôle à jouer, nous autres, dans toute cette évaluation-là. Voilà. Pour l'étude, on s'est basé sur un mode conceptuel qui est celui du PPH, de processus de production de handicap. Vous êtes bien familière avec ça. M. Fougerelas nous en a souvent parlé. Alors, juste pour décrire peut-être un petit peu les clients là, qui ont participé à l'étude, alors ils avaient, dans les facteurs de risque, on a dit 8 sujets. Alors, il y a ceux qui avaient des conditions héréditaires, donc on avait 5 jeunes qui avaient des maladies neuromusculaires, donc 3 qui étaient des dystrophiques d'âge adolescent, d'âge d'études secondaires. On avait 2 amyotrophies spinales de type 2 qui étaient à l'élémentaire. On avait 2 jeunes de déficits moteurs cérébraux aussi à l'école élémentaire, donc des quadriparésies. Et puis, une condition musculo-squelettique, en fait, c'était un blessé médulaire, alors lésion médulaire au niveau C4. Alors, ce sont les jeunes qui étaient participés. Ils avaient tous en commun, on avait évidemment la force musculaire diminuée ou des troubles de coordination, incapacité à atteindre, à prendre. Et puis, évidemment, ça leur demandait quand même une motivation, une bonne vision, et puis la capacité d'utiliser la manette de contrôle. C'est sûr que pour certains, vous allez dire, ouais, mais quand ça tourne de même, là, nos PC, là, alors à ce moment-là, on pouvait soit avoir un autre mode pour le faire fonctionner, soit juste dans 2 axes, ou encore ajouter des petites interfaces pour faciliter ce mode-là, pour compenser la rotation. Bon, en fait, les facteurs environnementaux, disons qu'ils étaient pas mal, ils étaient tous en fauteuil roulant motorisé, avec un petit peu les barrières architecturales, bon, tout ce qu'on connaît sur ça. Juste mentionner que souvent, on va même considérer que l'utilisation même d'un fauteuil roulant motorisé, elle apporte une difficulté d'accès. Il devient lui-même un handicap parce qu'on a la difficulté à accéder aux armoires, aux poignées de porte, aux boutons d'ascenseur, etc. Donc, tout ça, en fait, arrive sur une situation de handicap, puisqu'ils sont tous, il y a plein d'habitudes de vie qui sont compromises dans notre situation de handicap. On a utilisé une évaluation, il y en a plusieurs qui auraient pu être sélectionnées, mais en fait, c'est la MAVI. Alors, la MAVI qui est la mesure des habitudes de vie, et c'est la version 5-13 ans, la version détaillée 5-13 ans qui a été utilisée pour faire un constat d'abord et à la fin. Alors, je pense que la MAVI, vous êtes peut-être familier, vous connaissez ça sûrement, ça va cibler toutes les grandes catégories d'habitudes de vie, de l'alimentation, les soins personnels, bon, en allant jusqu'au loisir, travail, tout ça. Bon, alors les objectifs d'intervention, évidemment, c'est d'essayer d'aller travailler sur la réalisation des habitudes de vie. Notre modalité à ce moment-là, ça devient le bras Jaco qui lui-même s'insère finalement dans les facteurs environnementaux et qui va avoir un impact sur le jeune qui va essayer d'améliorer ses capacités personnelles pour éventuellement aller avoir un impact ultime sur notre objectif qui était la réalisation des habitudes de vie. Donc, l'étude, elle a 2 grands objectifs. L'objectif primaire, c'est de vérifier l'augmentation de l'autonomie des jeunes lors de tâches quotidiennes, et ça, c'est avec la MAVI. Et l'autre est d'observer la progression des habiletés de contrôle du bras Jaco par un outil de mesure qui a été développé à Marie-Enfant. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Alors, le protocole, en fait, ça se passait sur 7 rencontres. Donc, tous les jeunes, au préalable, même avant la session 1, je dirais la première, ils avaient à remplir le questionnaire de la MAVI, alors au niveau de ce qu'ils étaient capables de réaliser ou non sans le bras Jaco. Et puis souvent, on avait pris quand même 1 heure ou 2 pour installer les pièces d'ancrage, parce que pour chaque, on n'avait qu'un seul bras, alors pour chaque fauteuil, il y avait les pièces d'ancrage installées, ça prenait 1 heure ou 2 pour qu'on puisse enlever le bras. Alors, à la session numéro 1, on avait la familiarisation avec Jaco, parce que c'est pour moi, si vous m'amenez en haut et vous dites va prendre l'orange, la mis dans son panier, là, bien difficile pour moi. Mais c'est étonnant comment les jeunes qui sont de la génération, je ne sais pas, là, XYZ, là, moi j'ai la génération B là-dedans, en tout cas.
Fait qu'ils sont quand même assez étonnants comment ils apprennent vite. Alors, un moment de familiarisation et aussi le pré-test CRME, je vais vous en parler, comme je vous disais, puis c'est 6 sous-tests, alors ça prenait à peu près une trentaine de minutes. Des sessions de 2 à 6. Alors là, c'est qu'on refaisait toujours 2 des 6 sous-tests pour voir comment le jeune, il pouvait progresser là-dedans, de la session 2 à 6, disons. Et puis, ça prenait 5 minutes. Et là, on prenait, presque une heure, finalement, pour expérimenter toutes sortes de tâches que la Navi propose, toutes sortes de tâches du quotidien, ou encore expérimenter des activités que le jeune voulait essayer, ou qui étaient importantes pour lui. Tu sais, comme je dis, gratter le bout du nez, c'est pas écrit nécessairement dans la Navi, mais c'est important pour lui, ben let's go, ça fait plaisir. Alors, on a essayé ça c'était les sessions de 2 à 6. À la fin, on reprenait notre test des habiletés de contrôle et on refaisait passer le questionnaire de Navi, mais là, on le faisait passer en disant « OK, maintenant tu réponds à ça, mais avec le bras Jaco. Si tu le fais avec le bras Jaco, quelle est ta cote? » Alors ça, c'était grosso modo. C'était cette session qui se passait, des fois, une fois par semaine, des fois 2 fois semaine. Ils ont beaucoup bien participé, les parents, il y en a qui venaient quand même de loin, je dirais. Juste un petit rappel pour vous dire, bon, la Navi, comment ça... C'est une échelle de réalisation des habitudes de vie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une mesure d'habileté technique, mais c'est vraiment un degré de réalisation. Et c'est basé sur 2 choses, sur le niveau de difficulté pour réaliser et le type d'aide dont on va avoir besoin. Alors, il y a un pointage qui est de 0 à 9, 9 étant quasiment parfait, là, c'est réalisé sans difficulté, sans aucune aide ni technique ni humaine. Et bon, là, ça descend. Après ça, sans difficulté, mais avec un petit peu d'aide, sans difficulté, mais avec aide humaine et technique. Bon, tout ça jusqu'à, évidemment, au pointage de 0, alors que c'était absolument pas réalisé. Voilà, on arrive à notre petite évaluation maison. Alors, Elisabeth l'a conçu et elle voulait aller un peu recréer tous les mouvements dont je vous ai parlé que le bras Jaco pouvait accomplir. Alors, il va y avoir les habiletés d'atteindre, de peser, de prendre, de déplacer, relâcher, de glisser et de retourner. Alors, ça va vraiment chercher les mouvements, tous ceux qu'on a dit. Alors, l'objectif, c'était de recueillir des données pour le jeune et puis pouvoir le comparer à lui-même. C'est quelque chose qui n'avait jamais été utilisé ou fait auparavant. Et c'était voulu. Elle n'a pas voulu prendre un test avec des normes qui sont faites pour un enfant qui utilise sa main. Elle voulait prendre un nouveau test parce que cet enfant-là, il utilisait un bras robotisé. Alors, le premier des 6 sous-tests, c'est celui-là qui est de peser sur les boutons. Alors, le jeune allait peser sur les boutons et on le calculait en nombre de boutons pesés en 1 minute. Le deuxième, c'était de déplacer un gros objet. Ben, le gros objet, en fait. Ouais. C'est le cube vert, qui a quand même juste 6 cm3, à les déposer dans l'autre cube. Alors là, c'était en termes de mesure de temps, combien de temps ça lui prenait pour réaliser la tâche, et on avait 5 minutes au maximum, sinon ça c'était calculé comme un échec. Ensuite, on a la même chose, mais ça s'appelle déplacer un petit objet. Déplacer, glisser en fait, glisser des jetons d'une case à l'autre. Alors cette fois-ci, c'était le nombre de jetons glissés pendant 1 minute. Je n'ai pas la toune, hein? Retourner les boîtes de conserve, c'est pas easy, hein, ça, là. Tous les mouvements du bras Jaco sont appliqués là-dedans, je peux vous le dire. Alors, mais quand même, ils réussissaient 5 boîtes de conserve à retourner. Alors là aussi, ils avaient 3 minutes pour le faire. Alors, en combien de temps ils pouvaient le réussir? Et celui-là était de déplacer, la photo n'est pas bonne, c'était 6 chevilles. Donc, ils auraient dû de l'autre bord, là. Alors, ils devaient les déplacer à une case plus haute. Et là aussi, c'était en temps. Là, j'ai... C'est une vidéo, ça? C'est des petits diapos. Hop, excusez, il y avait c'est des diapos. Attends une minute, Excusez-moi. Bon, OK. Alors, ça donne juste une idée. On va y aller rapido, mais un petit peu comment ça pouvait se passer.
Alors, on en profitait aussi à ce moment-là pour observer comment il se prenait, par en haut, par en bas, avec un doigt, deux doigts, il glisse comment il met son... Évidemment, il y avait des mesures très précises. Hein. Tous les objets devaient être à tant de centimètres, la table à telle hauteur, etc. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut avoir une donnée graphique. Alors, juste rapidement, dans celui d'atteindre et poser sur des boutons, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même en général une progression. Alors, celui-là, on voulait un nombre de boutons pesés, donc on espère en avoir plus au bout des 7 jours. Ce qu'on se rend compte aussi, juste mentionner que vous allez dire, il y en a 2 ici, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? En fait, c'est la représentation des jeunes qui avaient une parodie cérébrale, donc beaucoup plus difficile dès le départ. C'était difficile, ils réussissaient à peser moins de boutons et ils n'ont pas vraiment progressé dans le temps. Alors que les autres, les maladies neuromusculaires, on voit quand même une progression. Excusez. Si c'est atteindre, transporter des objets et les relâcher, alors là, ça c'était en temps, donc on souhaite moins de temps possible. Alors, ce qu'on réalise, c'est que, des fois, il y a des pics. Hein, des journées, si ça ne marche pas, pour une raison X, ils n'ont pas, clac. Mais, en général, quand même, on s'en va un petit peu vers le bas, ce qui est intéressant. Par contre, pour nos 2 participants, 2 et 3, parodie cérébrale, non, ça n'a pas marché, c'était échec. Malheureusement. Mais maintenant, il y a du travail qui se fait, je pense qu'on va pouvoir les servir mieux. Là, je vais vous montrer, parce que c'est bien beau de parler, mais je pense que les vidéos sont encore plus éloquentes quelque part. Alors, on va voir un petit peu au niveau de l'utilisation de ce qu'on faisait dans des tâches. Là, c'était notre test maison. Maintenant, c'est des tâches de la magie qu'on a expérimentées au fil des... Alors, vous allez voir un petit peu au départ, il faut installer la manette, mettre le bras. Il y a 2 manettes, hein, ça fait du stop, là. On n'est pas tout à fait... je ne veux pas la manette est placée à côté de l'autre. Bon, ça, voyez-vous, c'est une simplicité. C'est quand même une jeune fille qui a une paralysie cérébrale. Donc, ici, c'est un jeune qui a une amyotrophie spinale. C'est sûr que nous, on a une clientèle qui est, je dirais, presque parfaite pour l'utilisation du bras, parce qu'ils ont une dextérité, ils ont la planification motrice, tout ça, c'est un gros atout. Moi, je trouve ça bien impressionnant, parce que quand on dit qu'on va juste aller se prendre un verre d'eau, aller faire chauffer, on a même fait, à un moment donné, un sandwich au jambon avec moi, je trouvais ça assez... J'ai pas assez, là, mais... Ouais, non, ça tombe. C'est sûr que là, vous voyez, d'avoir aussi le manche, d'avoir une assiette à rebord, d'avoir les antidérapants, tout ça, c'est des petites choses qui facilitent. Mais regardez aussi comment il y a de la dextérité, ce jeune-là. Il va, il change de mode, il tourne ça, Alors, on essayait vraiment d'aller dans toutes les sphères, l'accès au niveau de l'école, l'accessibilité aux objets, aux outils scolaires, les loisirs, tout. C'est des voix aussi, ils étaient tellement contents, là, tellement heureux, ça faisait partie. Lui, là, c'était un ami, il disait merci, hein. À chaque fois que le bras faisait quelque chose pour lui, lui aussi, on va le... il donnait le bras, il donnait quelque chose, puis là, il disait « Merci ».
mais ça demande vraiment beaucoup de manipulation, par contre. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Moi, la première fois que j'ai vu le bras Jaco dans un colloque, j'ai dit c'est donc bien monstrueux, cette affaire-là. Mais il semblerait que ça ne l'est pas du tout. Ben, moi, je me suis habituée. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Puis pour les gens. Hein? Il est plus beau qu'avant. Voilà, la nouvelle version en haut. Il est-tu blanc en haut, là, ou noir? Alors, pour les outils, c'est sûr que pour nous, on va dire des fois, ben garde, sa préposée, elle va lui donner son tube de colle, puis ramasser son crayon à terre. Mais pour le jeune, on aime mieux le faire tout seul. On n'a qu'à penser à nous quand on est malade, des fois, qu'il faut appeler quelqu'un pour nous donner quelque chose. Tu sais, ça nous embête. Alors, ça reste que des petites réalisations. Puis ce qu'il faut aussi peut-être considérer, je pense qu'il y en a une autre. Est-ce que je te pars aussi? Je pense qu'il y en a. Ok, attends, non. Non, je ne bouge pas. Voilà, ça c'est bien aussi. Il y a du son qu'on entend là, mais ça c'est on peut le bien, Bon, là, elle lui demande, est-ce que tu trouves que ça va mieux? Parce qu'il y a aussi une espèce de surélévation pour manger, puis il dit que ça va mieux que quand lui, il mange tout seul avec le bras surélevé. Il aime mieux manger avec le bras. Okay. Bon, alors, tout comme l'autre, les habiletés de contrôle, on voit des augmentations de score au niveau de la maladie. Ce qu'on peut réaliser rapidement, c'est qu'il y avait en moyenne 22 situations qui ont été exploitées, évidemment moins chez nos deux jeunes qui ont le déficit moteur cérébral, alors 8 et 16, alors que pour les autres, on est plus dans la vingtaine assez haute. Ce qu'on remarque, c'est que si vous vous référez à l'espèce au code de 0 à 9 de tantôt de la maladie, dans 93% de ce qui a été essayé, bien sûr, ce qui a été essayé, les jeunes, la cote elle a augmenté. C'était peut-être de 3 à 4 ou de 3 à 8 ou de 8 à 9, mais il y a eu une augmentation. Et même dans 77% des cas, on est arrivé à 100 AIM. Ça, c'est ça qui est intéressant parce que c'est, je pense, ce que l'on recherche avec le bras Jaco et ce qui va être évidemment éloquent pour éventuellement des organismes payeurs à qui on aime bien, je ne sais plus, on aime bien connu, là, mais on aime bien la misère. Non, poursuit. Alors, c'est ça. Voilà. Bon, ça c'est l'intérêt, juste pour dire, on voit bien encore que ceux qui ont des problèmes de coordination, ben, l'augmentation du score est d'environ 0,3, alors que pour les autres, c'est 0,7, 0,8. C'est sûr que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les jeunes qui ont des maladies neuromusculaires, eux, réussissaient à faire tous les mouvements du bras Jaco de façon assez aisée. Alors que pour tous les autres qui ont des atteintes centrales, il y a beaucoup de composants, il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. Par exemple, le manque de coordination. Déjà d'initier le mouvement, de déplacer, d'arrêter, de se réajuster, c'est très difficile. On peut avoir une lenteur d'exécution, une diminution au niveau de l'organisation visuo-spatiale, de la planification, de l'idéation, du processus de sensoriel tactile. Et même, des fois, au niveau de la résolution de problèmes, c'est plus difficile. Et certains vont même avoir de la persévération. Alors, de tout ça, on en conclut que le bras, il fallait qu'il soit amélioré vraiment pour cette clientèle-là. Bon, rapidement, en fait, ça indique juste que c'est plus au niveau de des habitudes de vie de nutrition, habitation, est-ce qu'on a eu le plus de résultats positifs, suivi de soins personnels, communication et ensuite travail loisir. En fait, on pourra en avoir dans tout, je pense que ça dépend du nombre. Alors là, avec ça, ça nous a permis un petit peu aussi de faire un genre de petite critique. Je dis con, en fait, c'est plus Elisabeth, c'est pas tant même. Alors, si on regarde au niveau des commentaires, au niveau de la manette comme telle, alors elle a été, comme je vous dis, énormément améliorée, mais à ce moment-là, c'est qu'on ne pouvait qu'utiliser la manette Jaco et on ne pouvait pas paramétrer au niveau de la sensibilité.
Alors, c'est sûr qu'il faut considérer qu'un jeune qui est en fauteuil roulant motorisé, des fois, ça lui a pris des semaines, des mois d'entraînement pour arriver à contrôler son fauteuil, et même pas toujours avec une manette ordinaire, avec un contrôle céphalique au menton, au pied. Alors là, ça devient très, très compliqué. Alors, d'utiliser une manette Jaco, c'était pas nécessairement ni la même forme, ni le même levier, ni la même résistance, ni la même robustesse. Alors, ça pouvait être bien handicapant. Alors, au niveau d'autres commentaires, au moment de l'étude, bon, on ne pouvait pas changer les paramètres de la manette. Moi, je ne peux pas changer mes lignes, là. Ah, mais là. Les gelés. Oh boy. Bon. De toute façon, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un logiciel. Il y a un logiciel qui vient, un logiciel qui est facilement utilisable par l'ergothérapeute. Et puis, on va pouvoir programmer plein de choses, dont la sensibilité, la vitesse de mouvement du bras. Puis aussi, intéressant, une zone de protection, parce que, tu sais, on s'en vient, puis si la cuillère arrive dans le visage, ça ne marche pas. Alors ça, c'est quand même quelque chose de bien intéressant. Et il y avait aussi... Elisabeth disait qu'il faudrait même améliorer, non, c'est bon. On pourrait même améliorer pour s'assurer qu'il n'y a pas deux boutons qui sont pesés en même temps, ou peut-être voir aussi avoir une espèce de feedback sur ce qui a été fait, comment les mouvements qui ont été faits, dans quel temps, etc. Mais quand vous allez parler à Laurie en haut, là, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Okay. Il y avait la problématique aussi de la combinaison de mouvements. Alors, vous comprenez bien qu'avec les problèmes de tonus, c'est très, très difficile d'isoler un mouvement. Alors, des fois, on avait un mouvement vers l'avant, une rotation en même temps. Des fois, elle pesait sur deux boutons. Alors, ça, c'était vraiment embêtant. Il y avait la confusion. Bon, c'est un petit détail, c'est que nous, généralement, dans notre tête, quand on veut que quelque chose avance ou monte, on fait ça va vers l'avant. Mais avec le bras, c'est que pour monter, il fallait amener la manette vers l'arrière. Alors, c'est des petits trucs comme ça qu'on s'est dit, il me semble que c'est une confusion pour les jeunes. C'était pas dans le sens qui est comme naturel de le faire. Et puis, bon, le bras Jaco comme tel aussi, pour certains, je pense à celui qui a une lésion médulaire, qui a moins de mouvement au niveau un petit peu du tronc ou même de la tête. Des fois, son ergothérapeute à l'école m'a dit que ça obstruait son champ visuel. Alors, lui souhaitait qu'on puisse changer la position de départ du bras. Au niveau de la largeur du fauteuil aussi, c'est que des fois, dans les transports adaptés, entre autres, il fallait absolument l'enlever parce que comme c'est très, très, très étroit, ça ne marchait pas. Puis, quelque chose que je trouvais intéressant, ce jeune-là, il l'a utilisé quand même pendant 2-3 mois. On lui a laissé, quand on lui a retiré, on s'est aperçu comment ça faisait partie de son schéma corporel. Il y avait 2 commentaires. Il dit, on dirait que j'ai maigri. Et il a dit aussi, je me sens moins protégée. Alors, le bras, pour lui, c'était comme une forme de protection. Petite chose, c'est sûr qu'il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas pu, tu peux partir, qui n'ont pas pu utiliser Jaco, comme on disait, parce qu'il y avait des accès via le pied, le menton, la tête, tout ça. Alors, à cause de la manette, ils ne pouvaient pas. Par contre, pour notre jeune blessé médulaire qui avait un contrôle céphalique, on s'est quand même organisé pour amener la manette au menton. Fait que ça lui a donné la possibilité de... Mais c'était toute une installation, ça. Contrôler Jaco. Il fallait même qu'il y ait ça pour changer les modes. Alors, mais c'était quand même une possibilité. Au niveau de la... OK. Maintenant, on a un adapteur Jaco, comme je vous disais, qui est branché à une sortie du Electronic Control Unit, qu'on retrouve souvent sur les fauteuils motorisés, qui permet d'accéder à d'autres contrôles d'environnement. Alors ça, évidemment, maintenant, ça nous permet d'utiliser le mode de contrôle propre aux jeunes. Donc, c'est bien intéressant. Il y avait le commentaire au niveau de la morphologie 3 doigts. Ça serait discutable. J'imagine que les gens qui nous ont leur idée sur ça. C'est que les 3 doigts, souvent, ça demande beaucoup plus d'orientation de la main. Donc, un effort de plus. On trouvait aussi que c'était gros, le 3 doigts, pour certaines choses petites à prendre. Alors, on se disait, ben, tu sais, dans les prothèses au membre supérieur, il y a 2 doigts. Est-ce
que ce ne serait pas une idée de l'avoir à 2 doigts. Mais ça, je pense que ça peut être discutable. C'était un commentaire. Il y avait aussi au niveau de la flexion, je ne m'attarderai pas, mais c'est que le segment distal ici, il se fléchit juste quand le segment proximal touchait l'ustensile. Alors que ce n'est pas dans notre manière usuelle de le faire. Généralement, on y va et on souhaitait que le segment distal puisse lui aussi fléchir plus rapidement, ce qui donnait plus de facilité, plus de précision, puis moins de mouvement aussi à faire. Donc, on peut dire que c'est une aide technique qui a quand même permis à 77% des mises en situation un degré d'autonomie sans aide humaine, que le bras Jaco, on le propose et il nous apparaît très, très intéressant pour des gens qui ont des conditions de faiblesse musculaire, de paralysie au membre supérieur, ou de malformations musculo-squelettiques. On peut penser à des cas d'achondroplasie, des cas d'arthrogrypose, des gens très contracturés. Ça pourrait sûrement être très, très intéressant aussi. Voilà. Bon, ça, on va le passer, on l'a dit tantôt. Excusez-moi. Donc, notre grande recommandation, après tout ça, ce serait qu'on puisse éventuellement en faire une étude avec davantage de sujets, et surtout dans le milieu de vie pour plusieurs mois, pour arriver à des données statistiques beaucoup plus concluantes quand on ira cogner encore à nos organismes payeurs. Alors, on pensait à un protocole d'évaluation qui aurait cette fois-là encore l'ANAVI, qui pourrait utiliser le PIAD, qui est l'impact psychosocial de l'utilisation de l'aide technique, et le QUEST, ou ESAT, en fait, en plus c'est québécois, là, c'est vraiment l'ESAT qui donne des échelles de satisfaction de l'usager face à l'aide technique. Alors, on pensait que ça pourrait être intéressant. En documentant évidemment des aspects comme l'endurance à l'utilisation, la fiabilité de la technologie, les besoins d'adaptation des installations qui sont nécessaires, les attentes et réactions du milieu, l'impact économique, très important. Dans nos activités actuelles, mettons autour du CHU Sainte-Justine, alors bon, l'étude actuelle d'Elisabeth est quand même beaucoup plus élaborée sur papier. Elle est toujours soumise pour publication, mais vous savez, c'est long, ça fait des mois et des mois qu'ils nous font corriger plein d'affaires, alors on espère que ça va se passer. Il y a un prêt à long terme de Dystrophie musculaire Canada, alors je ne sais pas si vous écoutez Le Moment de vérité, cette émission, où il y a un bras Jaco qui a été gagné, il y a eu un concours, alors il y a il y a 28 jeunes, surtout des jeunes de région, qui ont participé au concours, et finalement, celui qui a été retenu, c'est un jeune de 15 ans qui a une atrophie spinale, qui habite de Villers-sur-Mer, alors qu'il va avoir le bras Jaco à très long terme. Ça, c'était quand même une belle initiative, c'est le fun. Demande de financement. Bon, avec Dystrophie musculaire Canada, Pascal Rousseau fait de gros efforts. Il y a d'autres fondations encore plus riches pour obtenir. On avait commencé par 3 bras Jaco, mais on n'a pas encore vraiment de réponse. Il y a au CHU Sainte-Justine un chercheur qui s'appelle Maxime Raison, qui travaille avec des jeunes de Victor Doré. En fait, les deux, vous avez vu une paralysie cérébrale. Et lui, je ne dirais pas absolument précisément, mais son but, c'est de faire en sorte que la manette elle puisse détecter les mouvements, les composantes de mouvements non désirés. Alors, à ce moment-là, s'il peut détecter ça, dès que ce ne sera pas ce qu'on veut, ce qui n'est pas dans la routine d'un mouvement désiré généralement, mais ça va pouvoir l'éliminer et permettre un mouvement plus facile. En tout cas, il y a du beau travail, je pense, qui peut se faire de ce côté-là. Il y a la bonification du bras Jaco par Kinova, toujours. Vous allez le voir en haut, allez-y, c'est super qu'il soit là. Il y a des cliniciens, ça c'est comme nous autres, on avait enfants et d'autres, qui ont sensibilisé, évidemment. En novembre dernier, il y a eu un refus à la RAMQ. Ça a été présenté comme une aide technique à la manipulation et ça a été refusé. On espère, avec d'autres petites recherches ou études, refaire la demande et on souhaite que finalement, avec peut-être une démonstration d'économie de leurs soins et aussi peut-être une démonstration qu'il pourrait y avoir un retour au travail, que ce soit plus
étudier et peut-être accepter. Il y a le ministre Bolduc qui, lui, dernièrement, s'est marié enfant dans le cadre de notre futur technopôle et qui a vu un des jeunes à l'œuvre avec le bras. Puis il était bien enthousiaste, il est parti avec une belle lettre de présentation du projet. On verra, je ne sais pas. Vous savez, ça se peut toujours en quelque part parce qu'en ce moment, le gouvernement canadien a quand même octroyé des sous via les Forces armées canadiennes pour des vétérans. Ils ont commandé 6 Brojaco. Alors, les 6 Brojaco sont en installation dans différentes provinces, sont en essai. Et puis, si après un certain temps ça fonctionne bien, ça a l'air que le gouvernement canadien va en acheter beaucoup pour les vétérans. Alors, on espère bien que nous autres, notre palier gouvernement provincial pourrait aussi éventuellement faire quelque chose. Je dois accélérer. Il faut que je vous parle quand même des activités de projeter vite. Bon, ce qu'on veut faire, nous, à Marie-Enfant, en attendant qu'Élisabeth revienne de son voyage, parce que c'est quand même son projet, une collègue et moi, on aimerait ça faire une clinique de présentation du Brojaco. Alors, quelques journées par année qui seraient offertes à nos jeunes de programme maladie neuromusculaire ou des autres programmes aussi qui pourraient s'inscrire. Venir passer une demi-journée où est-ce qu'on en rassemblerait quelques-uns, on leur présente le Brojaco, tout ça, et ensuite on leur permet pendant peut-être 45 minutes d'utiliser le Brojaco. Alors, le démystifier, l'essayer, voir leur potentiel, avoir accès, à voir qu'est-ce que c'est, parce qu'ils en entendent parler, mais ils ne savent pas. Ensuite, bon, on voudrait développer un outil d'évaluation, un peu comme je vous en ai parlé, pour en fait un protocole. La participation des fondations, on l'espère beaucoup, et ça pourrait être un excellent projet pour un étudiant de maîtrise, alors dans le sens de peut-être établir des bases facilitantes quand on utilise un Brojaco. Alors, l'aménagement du mobilier, les positions, les adaptations, les choses commerciales qu'on doit, et puis aussi des stratégies facilitantes qu'on peut recueillir de façon générale. Juste un petit mot, des questions éthiques. Bon, ils ont le droit d'être informés, hein, en principe devoir, le droit d'essayer. Est-ce que nous, on doit répondre à ça, sachant qu'ils ne peuvent pas, en tout cas pour un bon moment, recevoir cette aide technique-là? Si, par exemple, on leur prête un bras pendant, je sais pas, 3-4 mois, que le jeune, il en tire un bénéfice, ça va bien. Est-ce que nous, sous prétexte que maintenant, ben, l'étude est terminée, on a ramassé nos données, on prend notre bras, est-ce que ça se fait? Est-ce que la somme investie justifie l'impact qu'il y a sur la condition? On sait très bien que ça ne remplacera jamais quelqu'un, hein? Puis loin de là. Mais est-ce qu'on considère que peut-être que pour 3 ou 4 activités qui sont vraiment significatives, ça en vaut la peine? Là, je me fais l'avocat du diable, là, je ne réponds pas à ça, mais c'est des choses, je pense qu'il faut se questionner sur ça. Au-delà de nos études de rendement, il y a des choses qui ne se comptabilisent pas ou qui se comptabilisent très mal. Donc, les manifestations d'émotions, de sentiments, le plaisir qu'on procure, la normalisation du rôle de parent et de la fratrie. Est-ce que c'est le rôle d'une petite sœur de 4 ans de ramasser le Moses de crayon qui est toujours à terre? C'est pas ça qu'elle est supposée faire dans la vie. La fierté. Excusez. L'autonomie, l'indépendance, c'est bien certain. Et ce bras-là, est-ce qu'il, je pense en tout cas que c'est vraiment un motivateur pour une participation sociale, pour devenir un jeune adulte, pour peut-être être un travailleur, effectivement. Je vais vous laisser, je veux que vous regardiez cette vidéo-là qui, je pense, vient bien chercher les petites bulles qu'on vient de faire apparaître. Ça me fait bien.
tout petit clin d'œil, je veux quand même vous montrer le visage d'Elisabeth parce que ce n'est pas mon étude, alors aussi en remerciant évidemment les parents et tout le monde. Bon, alors je vous souhaite une bonne poursuite. J'y participerai probablement aussi. Alors c'est Elisabeth Clark que vous voyez ici, avec notre jeune qui cette fois-ci utilise Jaco via son mode de contrôle céphalique et non plus par le menton. Alors c'est notre jeune vésiculaire. Voilà. En tout cas, moi je voulais juste vous susciter peut-être votre intérêt. Et si jamais on peut rester en lien, vous pouvez communiquer avec Marie-Enfant pour voir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est rendu dans tout ça. C'est un long processus, mais ça doit souvent valoir la peine. Merci.